et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. J'ai une question pour vous. Écrire pour les enfants se résume-t-il à écrire je fais trop bien l'enfant. Bref, dans une bande dessinée? Eh ben si oui, cet épisode s'arrête là immédiatement. Sinon, eh bien Florence Georgeon, conseillère littéraire, va nous expliquer tout ça. Mais tout d'abord, je vous encourage à rejoindre son Instagram car vous aurez votre dose quotidienne d'énergie pour booster votre envie d'écrire. Bonjour Florence, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour Bastien et bonjour à tous les auditeurs, ça va bien. Et toi, comment tu vas ? Je pète le feu. Ah, c'est vrai. Tant mieux. Ça fait plaisir à entendre. Et d'ailleurs, en parlant de compte Instagram, j'ai vu aussi que tu venais de créer le tien. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quel type de contenu tu as proposé ? Je découvre Instagram. Alors j'avais dit que je n'irais pas et tout, mais j'ai effectivement des projets de petites BD, d'une case ou de 2 cases, et je me suis dit avant de dire non à Instagram, si quand même j'allais voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que ça se prête beaucoup aux images et aux BD, hein, du coup, c'est très visuel. Et du coup, je pense que ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Et donc, le but, c'est de mettre en scène Alchi, le petit personnage, qui va faire n'importe quoi. J'ai commencé à dessiner les premières cases et voilà, on essaye de mettre un peu d'humour et l'idée, c'est de faire sourire les gens. Et et de les inviter à penser, à réfléchir sur certains trucs, mais en s'amusant, quoi. Ah, très, très bon concept. Je pense que c'est typiquement le contenu qui plaît sur Instagram, visuel et qui permet d'apprendre en s'amusant, ouais. Ça, c'est cool. Okay. Et c'est quoi le nom de ton compte ? Alchimiste Podcast. Ok. Parce que c'est une page qui va vraiment servir à promouvoir le podcast, l'Alchimiste, que j'ai créé. J'ai pas mis d'épisode encore dedans, mais j'ai créé. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Ceci dit, quand cet épisode sortira, à mon avis, tout ça, ce sera déjà lancé. Ah, c'est bon à savoir. Il y a de fortes chances. Il suffira de taper l'alchimiste et on pourra tomber sur les épisodes. C'est ça. Je crois que et puis sur Instagram, c'est @alchimistepodcast. Ok. Simple et facile. On mettra le lien dans la description. Ok, cool. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vont apprendre nos auditeurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on parle de livres jeunesse et ils vont apprendre comment écrire pour les enfants et plaire aux parents. Ils vont également apprendre comment se porte le marché de la jeunesse, du livre jeunesse, Okay. et 6 techniques pour écrire un livre jeunesse. Ok, les références utilisées pour cet épisode sont... Non, c'était pas prévu. Donc en fait, on explique quand même à nos auditeurs. On travaille sur un document Word, enfin doc là sur Google, et des fois on complète, et quand on sait pas trop quoi mettre, on met une lettre. Et là, je sais pas pourquoi on a mis des G partout, donc ça fait g. Voilà. Ça tombait bien. Je trouvais que Ça tombe bien. C'est dans le thème, t'as bien raison. Si vous voulez profiter de Pâques pour écrire une petite histoire pour enfants et surfer sur la vague des vacances, il vaut mieux savoir où vous mettez les pieds. Peut-être que c'est facile, ou peut-être pas. En tout cas, le secret, c'est une bonne préparation. Comme dirait Geralt dans The Witcher, il faut toujours préparer sa potion avant d'aller se battre. Et je dis ça parce que je tease un peu la suite de l'épisode. Bref, comment réussir à vendre une bonne histoire pour enfants et où la vendre ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et puisque j'ai parlé de surfer sur la vague des vacances, allez, plongeons ensemble dans le monde du livre pour enfants. Oh, quelle belle métaphore filée. Donc là, ouais, c'est moins léger. Je vais partir dans de la définition, des trucs un peu techniques, mais promis, les conseils arrivent. Donc, on parle de livres pour enfants et je pense que c'était à propos de commencer par une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire ?
livres pour enfants. Mhm. Ça englobe un ensemble d'ouvrages qui ne se réduit pas uniquement à la littérature pour enfants. On trouve de la fiction, certes, mais il y a aussi des livres-jeux, des documentaires et des ouvrages pratiques ou encore d'autres choses. Et tous ces livres-là se situent entre éducation et récréation, parce qu'il y a toujours une ambition pédagogique, même s'il y a aussi une volonté de divertir. Ok, Euh, puis c'est très vague, j'imagine, en termes d'âge. Parce qu'enfant, ouais, ouais, enfant, ça peut être beaucoup de choses. c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on commence? Bon, c'est facile, mais où est-ce qu'on s'arrête surtout? Donc voilà. Voilà, aussi, ouais. Donc ouais, on va essayer de définir un peu les limites dans l'épisode. Mais ouais, mais la frontière est mince, effectivement. Et, euh, et voilà, je dis toujours à mes auteurs que pour écrire une histoire qui fonctionne, il faut satisfaire les attentes des lecteurs. Sauf qu'avec le livre jeunesse, il y a une petite difficulté supplémentaire, parce qu'il faut aussi satisfaire les attentes des lecteurs et des adultes prescripteurs. Car le marché du livre jeunesse est en grande partie assuré par ce qu'on appelle des achats prescrits. Ok, donc on pensait que éventuellement c'était plus facile d'écrire pour les enfants, mais en gros, pas du tout. Et donc c'est quoi achat prescrit? Alors ça veut dire que le lecteur n'est pas l'acheteur. Donc autrement dit, entre le livre et l'enfant, il y a souvent pas mal de médiateurs. Alors ça peut être les écoles, soit dit en passant, sans qui les classiques tomberaient dans l'oubli, hein, je J'avoue. pense. Ouais. Il y a également les bibliothèques, les parents, les librairies spécialisées jeunesse, les salons du livre, je pense aux livres au salon de Montreuil où il y a la foire internationale de Bologne aussi, qui sont les gros salons du livre jeunesse. Et les éditeurs eux-mêmes qui décident quels livres ils vont publier en fonction de ce qui a sélectionné le comité de lecture en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Ah Donc, ouais, il faut plaire aussi à l'éditeur. c'est ça. Donc ouais, pour vendre, il faut être divertissant pour l'enfant, mais il faut surtout plaire aux adultes prescripteurs, Hmm. qui sont autant de filtres du coup entre le livre et l'enfant. Ok, ok. L'Alchimiste, d'ailleurs, le livre de Paulo Coelho, je l'ai découvert en première, moi. Parce que j'avais mon bac Ah, français en première. Et donc, voilà, c'est grâce à l'école que j'ai découvert ce livre révolutionnaire. Même mon podcast s'appelle L'Alchimiste. ouais, Serait-ce comme une quoi. référence? Bon, ok, bah c'est bon à savoir tout ça. Et puis, bah, franchement, moi, si je pouvais écrire toute la journée, et je pouvais vraiment y consacrer des heures, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un travail hein, à côté, hein, enfin, à côté, on va dire, j'écris à côté plutôt de mon travail, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais je pense que j'écrirai des contes philosophiques et des contes éducatifs, parce que je pense que j'aimerais bien m'adresser au public plus jeune, tu vois, ça me plairait, je pense. En fait, quand j'écris des contes philosophiques, je me rappelle aussi cette époque-là où moi je l'ai découvert. Ben, mon bac français c'était à 17 ans, quoi. Donc, tu vois, je suis très tourné, même si c'est un peu plus mature quand même ce que je vis. J'aimerais toucher aussi, tu vois, tous ces ados, 14, voire 10 ans, vraiment faire des contes éducatifs 10 ans, tu vois. Enfin bref, voilà. C'est vrai que ça pourrait m'intéresser. Et le moyen que je prendrais, je pense, c'est Internet. Genre un blog, tu vois, où je mettrais tout ça, en gros. Et moyennant de trouver un imprimeur, j'avais pensé à ça à un moment donné, j'avais l'idée de ça. En gros, que les gens puissent, ils viennent sur le blog, ils sélectionnent des histoires classées par thème ou classées, admettons, avec un personnage par exemple qu'on retrouverait dans plusieurs histoires et ils cliquent comme ça une dizaine de contes ou une quinzaine, une vingtaine et ils en font un livre en fait, tu vois, genre un livre c'est une succession de petits contes comme une succession de nouvelles en fait quoi. Ouais. Ça pourrait d'ailleurs le faire avec des nouvelles mais je pense que c'est un gros boulot parce qu'il faut trouver aussi un imprimeur et tout. Et je voyais ça plutôt en cadeau. Je sais pas pourquoi. Parce que je me suis dit, si la personne aime bien vraiment les contes et tout, bah, il peut les lire sur Internet, en fait, tout simplement. Il peut les lire sur le blog directement. En revanche, ça peut être cool, si tu sais que la personne, elle aime bien lire, elle aime bien les contes et tout, d'offrir, tu vois, un petit livre comme ça, où tu as sélectionné toi-même des contes, tu as fait quand même l'effort de sélectionner toi-même des contes qui seraient susceptibles de lui plaire, tu vois. C'est un peu un
Enfin, je pense c'est une bonne idée. Je pense ne pas avoir le temps de faire ça. Mais en tout cas, le concept est plutôt pas mal. Si un éditeur nous écoute ou un imprimeur nous écoute et qui veut lancer l'idée, mais libre à lui, libre à lui. Mais en tout cas, je pense que ce serait pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que ça fonctionnerait comme modèle? Quelle est un peu la demande en fait et le marché de ce genre de livre? Alors, je pense que ça pourrait être une bonne idée parce que je pense qu'il y a un marché pour les petits cadeaux personnalisés comme ça et avec. Enfin, ouais, ça ferait un livre unique parce que tu retrouverais pas deux fois le même, mais ça demande effectivement de rédiger beaucoup de contenu. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Mais ça crée un côté un peu rare, un côté un peu précieux. Et moi, typiquement, ce serait le genre de cadeau que j'adorerais recevoir. Ouais, Mm. je pense que ça peut être pas mal. Donc, ouais, idée à creuser. Hein. Bah ouais, idée donc qui vient, voilà, ça existe, hein, puisque j'ai offert moi à ma nièce un livre où tu peux sélectionner un peu l'enfant et le chien. Il y a plusieurs types de chiens et en gros tu sélectionnes un peu le type d'enfant, la couleur de cheveux, les habits, etc. Et tu sélectionnes des histoires. Et donc je sais plus cette boutique par contre. Et voilà, tu sélectionnes une dizaine d'histoires et elle place l'enfant que tu as choisi, qui est censé ressembler à l'enfant pour lequel tu achètes le livre. Et donc ça existe déjà pour les tout petits par exemple, tu vois, ce genre de truc. Et je me disais, bah, ça pourrait aussi, mais s'il faut, ça existe déjà en fait. Je suis en train de me dire, s'il faut, ça existe déjà. Bon. Bon, bref, mais si on veut écrire une histoire, la publier et la vendre. Alors, quel est un peu le marché en ce moment du livre jeunesse? Alors, le marché aujourd'hui, on constate depuis les années 2000, enfin années 90, enfin voilà, que la production de livres de jeunesse est de plus en plus abondante en fait. Et ce qui a une conséquence, c'est que la présence des livres en librairie devient de plus en plus courte parce qu'il faut faire de la place pour tout le monde. Enfin, voilà. Et ce qui fait que les éditeurs doivent aussi trouver des livres qui vont se vendre très vite parce qu'ils ne sont pas là longtemps sur les rayons. Ah ouais. Donc ouais, et ils peuvent prendre aucun risque éditoriaux dans leur choix finalement. C'est ce qui est voilà, ce qui en résulte parfois, enfin voilà, on peut le dire, une crise de confiance dans l'édition jeunesse. On a l'impression parfois que la rentabilité prime sur la qualité. Voilà. Ouais, ouais, ok. Mais après, on les comprend. Si effectivement il y a une abondance d'un coup de livres, bah, les étagères font toujours la même taille. Donc la seule façon de tous les mettre en librairie, c'est de les faire partir plus vite et de les remplacer par d'autres, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais Puis, ouais. Donc il faut que ce soit des livres qui cartonnent très vite pour se vendre très vite et ils renouvellent pas le stock quelque part, mais ils remplacent par une autre saga, quoi. exactement. Enfin, on constate une industrialisation finalement du livre. On cherche à créer un impact marketing. L'exemple que j'avais étudié ça quand j'étais en master et l'exemple que ma prof avait pris pour illustrer ça, c'est à l'époque c'était Dora l'exploratrice. C'est devenu une licence, quoi. Oui, je sais. Et on parle de livres pour enfants. Je prends des références enfants, moi. Mais ça peut être. On peut penser à d'autres titres. Moi, je sais pas, Choupi, Peppa Pig, ce que tu veux. Non, Mais, non, mais non, mais tu as raison. Dora l'exploratrice, quand c'est arrivé, ça a tellement secoué tout l'univers de tout. Enfin, on mais ne c'est voyait ça. plus que ça. Il y avait plus que ça partout. C'était un grand coup marketing et l'avantage de ce produit, c'est qu'il était éducatif. Donc ça séduisait les parents qui voyaient quelque chose de sympa pour l'enfant, quoi. Et Ouais. c'est le moyen qu'ont trouvé les éditions jeunesse finalement pour survivre, mais pour vendre. C'est le principe de la licence en fait. Si tu peux pas acheter une licence, bah, tu crées ton personnage déclinable pour pouvoir vendre des livres, mais aussi des jeux vidéo ou des jouets. Ou des dessins animés, qui t'apprennent l'anglais. Et je pense que c'était la force de Dora l'exploratrice, c'était ça, quoi. Apprenez l'anglais à C'est votre ça. enfant. Alors qu'on est tous des brels en anglais en France, c'est connu. Donc là, la promesse de waouh, votre enfant sera meilleur que vous en anglais à 4 ans. C'était un peu Exactement. la promesse surréaliste de Dora l'exploratrice. Bah, et ça a marché, du coup, ouais, ça s'est super bien vendu. Mm. Mais ouais, du coup, cette sérialité, cette industrialisation du livre, c'est
peut-être ce qui a fait qu'on considère un petit peu ça aujourd'hui comme une sous-littérature. Ce qui est dommage, mais la réalité est là. Ok, donc le secret c'est de séduire les parents, hein. Dora, clairement c'est ce qu'ils ont fait. Les petits livres que j'évoquais, des images là où tu places ton enfant dans le livre, etc. C'est que pour plaire aux parents. C'est un des secrets, quoi. Ouais, séduire les parents. Les éditeurs, je pense que si tu arrives à séduire les parents, tu arriveras rapidement à séduire les éditeurs. Je pense qu'ils sentiront que ça va plaire aux parents, parce qu'ils ont le même objectif, du coup, je pense. Exactement. Après, c'est un peu dommage, quoi, parce que c'est pas forcément plaisant pour un auteur. Lui qui veut écrire pour les enfants, il doit aussi penser à ce que ça séduise les parents, quoi. Ou au moins créer un concept ou des images. Aujourd'hui, dans la littérature ado, jeunesse, là, un peu, enfin, type ado et tout, les couvertures qu'ils font aujourd'hui, bah, t'as envie C'est d'acheter le livre. impressionnant. Parce que c'est une œuvre d'art, tu sais, t'as envie Exactement. et tu sais pas l'histoire qu'il y a dedans, mais la couverture est tellement jolie que t'achètes le livre. Tu te dis, à l'intérieur, c'est forcément une belle histoire, c'est pas possible. Donc c'est ce genre de truc, quoi. Donc ça demande aux auteurs soit d'être accompagnés par d'autres enjeux, quoi, j'écoutais un podcast où la dame qui a un podcast de développement personnel, il s'appelle Change ma vie. Elle expliquait qu'elle était auteure culinaire et pendant de nombreuses années, à l'époque où les blogs ont commencé à se développer en France, elle avait travaillé aux États-Unis, donc elle connaissait bien les blogs, etc. Et donc elle a commencé à développer Internet et tous les blogs. Et elle a cartonné avec des blogs culinaires qu'elle écrivait en anglais et après en français, du coup. Elle a fait ça pendant 10-15 ans. Et après est apparu Instagram. Et elle a dit, elle a compris, elle s'est dit, mais moi je fais des photos. Instagram, c'est beaucoup de photos du coup et beaucoup d'images. Et elle disait, moi je fais des photos au service de ma recette. Et ça me saoule en fait de faire la photo. Hein, il faut le plat il soit joli, il faut de la lumière, machin. Et elle lui disait, je le faisais parce que bon, c'était au service de la recette en fait. Et aujourd'hui, avec Instagram, c'est la recette qui est au service de l'image plutôt. Tu vois, c'est vraiment l'image qui compte énormément. Et elle expliquait qu'elle s'était pas lancée là-dedans parce qu'elle avait compris que c'était un métier en fait. C'était un métier. Et aujourd'hui, il y a des stylistes culinaires, il y a des. Enfin, tu vois, c'est un métier. Et on a l'impression là que pour le livre, c'est la même chose, quoi. Qu'en gros, il y a un auteur qui va écrire le livre et qu'après, il faut qu'il fasse appel à quelqu'un d'autre dont ce sera le métier de faire une belle couverture, de faire une belle mise en page. Enfin, tu vois, on dirait que ça se complexifie, quoi. Ça se complexifie. Complètement. Puis la concurrence est rude, quoi. C'est ça aussi. Il faut se démarquer. Ouais. Ouais, non, il y a le marketing qui a le vent en poupe en ce moment, quoi. Donc, en librairie, la couverture, on l'appelait le vendeur silencieux. Ah ouais, c'est très beau, très belle. Voilà, on fera un épisode qu'on appellera le vendeur silencieux. Ah oui. Ce sera mystérieux. Grave. Bon, et côté ado alors. Ouais. Tu parlais justement de ces fameux livres pour ados qui sont très populaires aujourd'hui. Et ça, on le doit, pareil, depuis les années 2000, à l'effet Harry Potter. Harry Potter, ça a été un carton et tout le monde s'est engouffré dans le livre pour ados après ça. Les éditions ont commencé à créer leur collection ados. Et on constate que déjà d'une part, l'intérêt du livre ado, c'est qu'on surfe sur deux publics. Ça plaît aux ados, mais ça plaît aussi aux adultes. Et il y a un autre phénomène de crossover qui est celui du cinéma. Bien souvent, le livre est associé à l'audiovisuel. Il n'est plus uniquement objet livre, on va le retrouver sur des plateformes, sur des écrans de cinéma, des DVD, des séries, enfin voilà. Et les éditeurs comprennent très vite que c'est la stratégie pour vendre. Il ne faut plus se contenter de faire des one-shots, il faut faire des sagas. Et si on peut les adapter, c'est encore mieux. Et justement, on a dans notre liste de choses à faire un épisode là-dessus je crois qu'on l'a prévu. Oui, on l'a prévu pour le mois de juin. On a prévu un épisode là-dessus à l'occasion de la sortie de Jurassic World
Exact. De voir un peu comment on peut adapter Jurassic Park, entre autres, mais d'autres sagas, notamment je pense à Eragon, euh, qui a fait un flop, non? Eragon, Enfin, moi, après, j'avais vu le film sans lire les livres. Je m'étais dit, bah ouais, c'est cool, quoi. Ok, j'attends le 2, et puis en fait, il est jamais venu. Ils ont complètement fait un flop. Mais donc, ouais, on fera un épisode là-dessus, du comment passer de la saga écrite au cinéma, sachant qu'on va pertinemment décevoir tous ceux qui ont lu le livre. Parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, tu vois, après avoir fait toute la saga, allez, big up et abonnez-vous à ce podcast tout de suite si vous avez dans votre étagère la saga L'Épouvanteur. Ah Trop bien. Voilà. Et ben le jour où il sort au cinéma, et ben je suis sûr qu'on dira que c'est de la merde. Alors, enfin bref, souvent t'es déçu quoi. Souvent t'es déçu alors que bon le film est bien quand même quoi. Mais c'est juste que tu peux pas tout mettre dans un film quoi. Mais il est sorti. Je Voilà. sais plus s'il est sorti en série au cinéma, mais il a été adapté. Ah ouais c'est vrai. Ouais, ça s'appelle pas l'épouvanteur, ça s'appelle le septième fils du septième fils ou quelque chose comme Oh ça. là là mon dieu. Mais j'ai vu. Oui, c'est un film ça. Le septième fils du septième fils. Ouais, Ah tout à d'accord, fait. je me souvenais plus. Je l'ai vu, je l'ai vu, ça part en live, ça part en live dans ce film, ça devient n'importe quoi à la fin. Je crois que je me Oh, rappelle. alors. Ben voilà, mais tu vois, ben voilà. C'est ça, on y est. Oh. Ne spoilons pas Bon, notre épisode du mois de juin. ouais, exactement. Continuons sur l'édition jeunesse. Donc ouais, donc on est Donc sur. ouais, donc les éditeurs, alors les éditeurs savent qu'ils doivent adapter, enfin que derrière potentiellement ils peuvent adapter au cinéma. Seulement c'est Ouais. quand même deux jobs différents. Un éditeur c'est pas un producteur de ciné quand même. Ah bah non, c'est ça le souci. Et tous les éditeurs ne peuvent pas se permettre de faire ce pont entre littérature et audiovisuel. Donc il y a un déséquilibre qui se crée entre ces éditions qui ont les épaules pour porter des projets comme ça et les petits éditeurs finalement. Ouais, c'est Enfin, clair. il y a un gouffre entre les deux finalement quoi. Et c'est dommage parce que le livre jeunesse c'est vraiment un marché porteur. Hein. Il y a de la quantité, il y a des titres qui sortent souvent, ça vend super bien. Ça veut dire qu'il y a du monde qui achète. Ouais. Mais enfin, moi j'ai l'impression en tant que libraire, le rayon jeunesse c'était énorme dans ma librairie. Hein. C'était peut-être même ouais, le plus gros rayon après la littérature. Et c'est dans le cas dans pas mal de librairies. Et, euh, et pour se démarquer face aux grandes maisons d'édition qui ont leur licence, qui ont enfin, leur série qui tourne bien, ou aux maisons d'édition historiques qui sont là depuis des années, qu'on connaît, Mhm. comme je pense à Bayard, l'école des loisirs, Ozu, enfin voilà. Mhm. Je sais pas si c'est si facile que ça pour des auteurs qui sont édités dans de petites maisons d'édition, qui font des choix souvent plus audacieux que le marché, de se démarquer. Euh, à mon avis, il faut passer par d'autres canaux. Mhm. Faut parler de son histoire et essayer de toucher des adultes prescripteurs ailleurs que dans les librairies. Même Ouais. être présent dans des salons ou sur les réseaux ou ce genre de choses. Ouais. Je pense que c'est compliqué. Il y a, j'avais écouté une interview de Michel Onfray qui disait qu'un jour il avait envoyé un manuscrit sans s'appeler Michel Onfray à Ah, une des maisons d'édition avec lesquelles il travaille régulièrement et qu'il avait pas eu de retour en ah fait. ouais. Et après il a envoyé le même manuscrit en s'appelant Michel Onfray et là tout de suite il a été publié. Ah, Donc je pense que il y a une masse aussi de choses que parfois un bon livre peut passer à la trappe aussi, je pense. Et il y a aussi le fait que, ben voilà, on sait que Michel Onfray ça va faire vendre, c'est-à-dire que même si le livre est moyen, ça va vendre, tu vois. Il y a une prise de risque moins soutenue, quoi. Moins soutenue. exact. Mais après, passer par des petites maisons d'édition, c'est une bonne approche. Hein. Je pense que c'est une bonne Oui, approche. Il ne faut pas forcément tout de suite viser les grosses en se disant waouh, ça va être la révolution, je vais gagner le prix Goncourt et ça va tout exploser, quoi. Faut c'est peut-être ça. Moi, je pense que avancer pas après pas, quoi. Marche après marche. ouais, je pense que faut revoir. Enfin, ça dépend de ses objectifs. Hein. On va pas effectivement. Le but, ça va pas être de gagner le prix Goncourt dès sa première publication, mais Mm. les petits éditeurs sont vraiment très très bien.
Là, on est sur l'édition jeunesse. Enfin voilà, c'est pas le même marché. Mais il y a tout à fait moyen de passer par des canaux qui sont peut-être pas les canaux qu'utilisent les grandes maisons d'édition pour se démarquer. Et ça peut fonctionner. Il y a pas de souci là-dessus. Le local, hein, parfois des petites maisons Oui, d'édition qui sont locales, qui vont présenter des auteurs charentais. bien Il y a des sûr. gens, ils vont avoir plaisir d'acheter un auteur charentais. Enfin, j'ai charentais parce que moi c'est en Charente, mais du département, quoi, du coin. Ce n'est pas écrit en patois, c'est écrit en français, hein, je vous rassure. Mais le fait de se dire, tiens, soit l'histoire se passe dans le coin, ça marche beaucoup. Je sais que mon père, il adorait acheter des histoires qui se passaient autour de Perpignan, tu vois, parce que comme ça, il reconnaissait les lieux dans le livre, etc. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'une grosse maison d'édition qui va vendre nationalement ne va pas s'arrêter sur ce genre de détails, par exemple. Ouais, Ça peut être. exact. Faut Ça- jouer sur le régionalisme, ça compte beaucoup. Bon, ok, donc c'est pas si simple. Voilà, on dit c'est pas si simple. C'est l'impression que j'ai, mais si quelqu'un veut me contredire, il n'y a pas de souci. Je serais ravie d'entendre que j'ai tort. Andrzej Sapkowski, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'auteur polonais qui a écrit The Witcher. Lui, il a rien demandé, tu vois, ça lui est tombé dessus, ça lui est tombé dessus tout seul. Et d'ailleurs, il s'est fait avoir par l'éditeur de jeux vidéo CD Projekt, que j'appellerai CD Projekt, qui est c'est un éditeur de jeux vidéo, un studio polonais aussi. Donc à l'époque, tout se passait en Pologne. Et en fait, il s'est pas vraiment fait avoir. Mais c'était à l'époque où la Pologne sortait du communisme, n'était pas forcément très ouverte sur le monde extérieur, etc. Et cet auteur, Andrzej Sapkowski, ne croyait pas au crossover des médias, justement. Pour lui, en gros, transformer un livre en jeu vidéo ou en film, ou voilà, c'était une idée de merde, en gros. Lui, c'était le livre. Et du coup, quand on lui a proposé l'équivalent quoi, de 10 000 € pour acheter les droits, bah, il a dit oui. Ouais, il s'est empoché 10 000 € en se disant oh là là, je les ai bien arnaqués. Et en fait, ils ont fait 3 jeux. Je sais pas combien chaque jeu s'est vendu, mais en tout, ils ont fait plus de 50 millions d'exemplaires vendus. Et je sais que The Witcher 3, le troisième volet, il a fait 30 millions à lui tout seul. Donc ils sont Oh. vraiment, voilà, ils sont montés en puissance petit à petit. Et The Witcher 3, c'est aujourd'hui, je pense que c'est toujours encore aujourd'hui. Bon, ouais, maintenant il y a la PS5 qui est sortie, mais c'était vraiment un classique du genre monde ouvert dans les jeux vidéo, qu'on appelle open world en anglais. Mais en gros, c'est un jeu où tu peux te promener partout. Il n'y a pas de restriction en fait d'environnement, ou alors c'est des montagnes, c'est des éléments naturels en fait qui vont te restreindre. Mais sinon, tu as ton petit perso et tu peux te balader partout. Et quand tu traverses des villages, quand tu traverses des choses comme ça, c'est vivant. Quand tu traverses une cascade, la forêt, tu as des bruits d'eau, tu vois, il y a une ambiance sonore, tu as des bruits d'eau, tu as le vent dans les feuilles, tu as des animaux qui font du bruit. Quand tu traverses un village, tu as des gens qui sont en train de couper du bois, ils s'occupent, ils vont, ils viennent. Il y a des enfants qui jouent, il y a des gens qui parlent entre eux. Enfin, tu as l'impression que enfin, tu pourrais passer ta vie dans le jeu, tu vois. Bon, à un moment donné, ça tourne en boucle hein, quand même, mais, mais il s'est vraiment imposé comme une référence et il s'est appuyé sur une histoire d'un auteur, quoi. Hein, et donc ça a été l'adaptation d'un livre. Et c'est une histoire fascinante, cette histoire, l'histoire de cet auteur, parce qu'en plus, il a failli recommencer Ah ouais. avec la série Netflix. Donc là, heureusement, il s'est fait conseiller parce qu'entre temps, il a quand même attaqué le studio de jeux vidéo Ah. pour s'être fait avoir en quelque sorte. Donc on ne sait pas vraiment combien il a gagné, mais il a gagné. Enfin, attends, ils ont fait tellement des millions et des, des millions de chiffres d'affaires que ces pauvres petits 10 000 €, fallait lui donner un peu plus quand même. Purée, c'est Donc, clair. donc bon, après, c'était lui, hein, il y croyait pas, il a mal négocié son truc. Au lieu de négocier un pourcentage ou quoi, il a négocié une somme fixe de 10 000. Bon, bah. Mais je pense qu'il a eu un peu plus quand même. Et il a failli recommencer quand la série enfin, quand le Netflix est venu le voir pour lui dire bah, on veut adapter votre roman en série. Série qui a plutôt bien cartonné sur Netflix. Le truc c'est que il a pas, en fait, dans le partage de ses droits, il a pas permis le crossover par exemple entre le jeu vidéo
et la série Netflix. Tu vois, c'est plus complexe que ça, mais en gros, la série s'est retrouvée à ne pas pouvoir utiliser des éléments et des pans de l'histoire du jeu vidéo. Donc il y avait donc déjà de nombreux joueurs du jeu ont été très déçus de ne pas retrouver les éléments dans la série, mais c'est parce qu'en fait c'était un problème de licence quoi. Notamment le médaillon, il y a un médaillon célèbre, en fait il porte un médaillon autour du cou qui a un design très spécifique dans les jeux vidéo, et dans la série ils ne pouvaient pas reprendre le médaillon, ils ne pouvaient pas reprendre le dessin. Donc ils ont changé le dessin du médaillon, etc. Il y a plein de gens qui ont été déçus et tout. C'est parce qu'ils pouvaient pas, quoi. Ils n'avaient pas les droits pour pouvoir le faire. Enfin bref, c'était compliqué. Le crossover, c'est pas toujours simple. Voilà. Donc ceux qui arrivent, c'est vraiment ceux qui ont pensé à tout dès le début, je pense. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon bref, je me suis un peu perdu, mais en gros, pour dernier conseil de cet épisode. Comment écrit-on pour la jeunesse? Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter? Alors, oui. c'est très concis. Mais du coup, je vais recadrer un peu. On parlait de livres d'ado. Là, je vais vraiment m'arrêter avant qu'on passe au livre d'ado. Je vais parler vraiment de livres jeunesse, quoi. Jeunesse, ok. Ouais, moins de 12 ans, on va dire, par là. D'accord. Moins de 12-13 ans. Donc, globalement... Les mêmes conseils s'appliquent que pour la littérature pour adultes. Faut bien connaître son genre pour satisfaire ses lecteurs en leur donnant ce qu'ils attendent. Faut bien travailler ses personnages et son univers. Faut donner suffisamment de contexte aux lecteurs pour qu'ils comprennent la scène. Enfin voilà. Mais il y a des petits critères supplémentaires à prendre en compte. Donc j'ai une petite liste de 6 critères. Donc numéro 1, et c'est ce qui va être le primordial pour tout le reste finalement, c'est de bien déterminer l'âge de vos lecteurs. Parce qu'on n'écrit pas de la même façon pour un enfant de 4 ans que pour un enfant de 7 ans ou un enfant de 11 ans. Le langage doit être adapté aux compétences des lecteurs et la longueur de l'histoire aussi. Dans toute logique, parce que c'est un peu compliqué. Le niveau d'attention n'est pas le même. Exactement. Le niveau de concentration n'est pas le même. C'est exactement ça. Et deuxième point, l'intrigue ne doit pas être trop compliquée. De préférence, il faut choisir un sujet simple à traiter et qui correspond aux questions que se posent les enfants ou aux difficultés qu'ils rencontrent à leur âge. Mon conseil, si vous avez des enfants, ce serait d'écrire le livre que vous aimeriez leur lire. Et si vous n'en avez pas, de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez avant pour retrouver un petit peu les émotions complexes que vous pouviez ressentir à cette époque, en fait. C'est un très bon conseil, ça. Écrire pour... un parent qui va lire l'histoire, quoi. Et écrire pour ou s'imaginer que c'est nous, écrire pour nous en fait. On avait déjà donné ce conseil, il me semble, d'écrire pour quelqu'un. Ouais, c'était un des conseils qui était sorti et c'est plutôt efficace. Pour le coup, moi j'aime vraiment bien ce conseil. Ouais, ça force à... Je sais pas en fait, ça force à quoi, mais ça marche bien. Ça facilite le travail, j'ai l'impression. Quand on écrit pour quelqu'un, c'est comme quand on écrit une lettre, c'est ciblé. On sait exactement ce que l'autre attend, ce qu'il a envie de lire, enfin ce qu'il a envie de lire ou ce qu'on a envie de lui dire. Ouais. Et c'est plus simple que de... C'est comme en marketing, quand on dit qu'il faut créer son avatar, avoir en tête son client idéal, c'est un petit peu le même principe en fait. C'est vrai, tu te perds moins en fait. J'ai l'impression que c'est plus stable, tu vois. Ouais. C'est stable, tu sais pour qui tu écris, quoi. T'alternes pas entre un adulte, un enfant, un machin, un truc. Tu sais, voilà, t'en as un en tête et t'écris pour lui. Et c'est même... Exactement. Il y a une relation, tu vois, avec... une relation entre... Enfin, tu lui racontes quoi, une histoire, quoi. Donc à force, tu vois, tu t'attaches à ce personnage qui n'existe pas. Mais je sais pas comment dire, mais vraiment, c'est important. À force d'écrire, tu dessines aussi sa personnalité, quoi, cette personne-là, c'est une personne qui existe ou pas, hein. Ça peut être nous il y a 10 ans par exemple. C'est ça. Ça peut être nous, ça peut être un proche, ou ça peut être une personne qu'on s'imagine recevoir, acheter le livre et apprécier le livre plus tard quand il sera publié. Ouais, ça peut être plein de choses. C'est motivant en plus. C'est vrai. Se dire ça, j'écris pour la personne qui le lira quand il sera publié. Donc, voilà. Ça nous oblige à aller jusqu'au bout là. Exactement, en plus. Ok. Donc et troisième conseil, faites en sorte que la morale soit simple.
en fait, c'est souvent la même, hein. Le bien triomphe toujours. On est quand même sur du livre pour enfants. C'est possible d'écrire des histoires mélancoliques ou qui font peur, mais faites attention à respecter la sensibilité de vos lecteurs. C'est important. Et j'ai une petite anecdote par rapport à l'époque où je travaillais en librairie. Ouais. Il y avait des très beaux livres jeunesse que j'aimais beaucoup et qui étaient vraiment très qualitatifs. Et ça m'est arrivé de le conseiller à certains parents, parce que c'est forcément souvent les parents qui viennent demander des conseils en livre pour leurs enfants. Et c'était parfois des livres avec des personnages qui rencontraient des difficultés, soit le personnage principal était malade, soit il avait un parent malade, et généralement ça plaisait pas. Enfin, les parents n'achetaient pas. Il y en avait certains achetaient, mais d'autres n'achetaient pas. Parce que, même si l'histoire était adaptée à l'âge de l'enfant, bien sûr, mais les parents sont pas très chauds pour acheter un livre qui pourrait démoraliser leurs enfants. Ouais. C'était souvent l'argument que j'avais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je peux comprendre. Ouais. Mais si jamais les auditeurs qui nous écoutent ont envie d'écrire un livre comme ça, faut pas qu'ils s'en empêchent pour autant, hein, parce qu'il y a des gens qui achetaient, je le dis. J'ai juste pris cet exemple pour donner un exemple de ce qui peut se passer au moment de passer à l'acte d'achat pour les parents, quoi. Ouais, après, si les parents connaissent justement un proche qui est malade, des choses comme ça, qu'ils essaient de l'expliquer avec leurs mots, de transmettre un livre, ça, c'est aussi une bonne façon que l'enfant apprenne, ou du moins se dise, ça arrive dans ma famille, mais ça arrive à d'autres, notamment aux héros du livre, qui est du livre. Donc ça, heureusement qu'il y a des livres comme ça, hein, mais après, effectivement, on comprend les parents qui de suite vont se dire, oula, non, mais maladie, tout ça, j'ai pas envie d'emmerder mon gosse avec ça. Enfin, en gros, c'est ça, Oui. je pense. Voilà, ouais. Non, moi, je veux des histoires, papillons, fleurs, paysages, aller au lac, pique-nique et tout ça, quoi. Mais les deux se comprennent, quoi. Ouais, les deux se comprennent. Complètement. Conseil numéro 4, faites en sorte que les illustrations soient de bonne qualité. Les dessins dans un livre pour enfants, ils sont pas simplement là pour illustrer. Ils aident aussi à traduire une idée. Il ne faut pas oublier que les enfants, ils n'ont pas les mêmes facilités à manier les concepts que les adultes. Et c'est pour ça que le dessin a une place aussi importante dans les livres jeunesse. Ouais, ok. Et ça faut savoir faire, hein. Ouais. Ou si vous ne savez pas faire, peut-être s'associer avec un dessinateur, un illustrateur qui sait bien le faire. Tout à fait. Conseil numéro 5, avoir des personnages auxquels ils puissent s'identifier. Alors, dans un livre pour enfants, le personnage principal, c'est souvent un enfant du même âge que le lecteur. C'est pas toujours le cas, ouais, mais il y a des exceptions. Je pense notamment aux contes de fées où les personnages sont parfois des adultes. Mais quoi qu'il en soit, dans un livre jeunesse, l'enfant fait des expériences par procuration. Il fait l'expérience de certaines difficultés, de certaines anxiétés, de certaines émotions, tout en restant dans le contexte sécurisé du livre. En fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, parfois tu vas avoir des enfants qui, dans leur entourage, ont quelqu'un de malade, et de lire un livre sur la maladie, ça va beaucoup les aider parce qu'ils comprennent à travers les aventures du personnage toutes ces émotions et toutes ces étapes, etc. C'est une certaine forme d'éducation sociale et morale qui est très importante. Et dans un livre, ça se fait dans le cadre protégé de la fiction. Donc c'est hyper sain, finalement. Et pour que tout ça fonctionne, faut que l'enfant puisse s'identifier au personnage. C'est le minimum. Oui, c'est ça. Et c'est plus facile de se projeter dans l'histoire et de vivre l'émotion que le personnage est en train de vivre s'il nous ressemble. Exactement. Ça aide beaucoup. Et du coup, j'ai un petit conseil pour les auteurs qui nous écoutent. Ce serait de lire le même type de livre pour enfants que celui que vous voulez écrire. On dit souvent que pour bien écrire, il faut beaucoup lire, et ça s'applique aussi aux livres jeunesse, hein. Ça permet de s'imprégner des codes et de la structure, du langage qu'on utilise dans ces livres-là, en fait. Coller à la structure, en fait... ça aussi, ça doit être un conseil qu'on a peut-être déjà abordé. Ça renvoie un peu à mon truc de la salle de bain. Ah oui, exact, j'ai adoré. Ouais. Voilà, ne pas forcément tout réinventer.
Ouais. mais respecter une certaine structure, quoi. Il y a des articulations clés. Ouais, voilà, voilà. Ne pas faire fi d'une scène obligatoire ou d'une convention en se disant que c'est trop cliché ou c'est trop attendu, quoi. Essayer de le tourner d'une façon que ça devienne original, quoi. Il y a plein d'angles possibles pour traiter les mêmes sujets. Ok. Donc voilà. Et enfin, dernier conseil, conseil numéro 6, faites en sorte que ça puisse plaire aux adultes. C'est ce qu'on disait depuis le début. Évidemment. Donc ouais, on disait ouais, effectivement que le livre pour enfants, c'est de la littérature prescrite. Donc si le livre arrive à séduire les adultes aussi, c'est banco, parce que c'est par eux que ça passe avant d'arriver dans les mains de l'enfant. Et pour ça, je vous renvoie au conseil précédent. Regardez ce qui se fait déjà, lisez dans le genre où vous voulez écrire, et ça vous donnera une idée de ce qui fonctionne. Absolument, absolument. Comme on dit, si personne n'a eu l'idée de le faire avant vous, c'est qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit de la merde, pour que ce soit une mauvaise idée. Après, les coups de génie, ça existe, ils sont souvent mis en scène dans les films, mais bon, c'est assez rare quoi, d'avoir des coups de génie. Souvent, si l'idée est bonne, quelqu'un y a déjà pensé ou C'est l'a vrai. exploité, et on va être original avec un biais différent, un point de vue différent, mais pas forcément sur le cœur même de la chose. Donc Exact. ça aide de regarder ailleurs. Ça s'appelle du benchmarking d'ailleurs, on appelait ça nous en management là ou dans les entreprises et autres, de faire du benchmarking pour aller voir ce qui est efficace ailleurs. Ça me rappelle un jeu de construction qu'on avait fait en paille. Je crois qu'on nous avait donné des pailles à l'école, à l'époque où j'étais en école d'ingé. Ils nous avaient mis des pailles, ils nous avaient mis en groupe comme ça, et c'était pour nous apprendre à travailler en groupe, tu vois, les différentes personnalités, les différentes tensions qui peuvent exister dans un groupe. Et donc, on devait faire la structure la plus haute possible en assemblant des pailles. Et t'as toujours un qui va être plus leader, qui va prendre l'ascension. Il y en a qui vont réfléchir avant d'agir. Il y en a qui vont agir et réfléchir après. Il y en a qui vont passer le temps à réfléchir. Et il y en a, tu sais, à la méthode Einstein. Einstein disait si je sais plus, si je dois répondre à une question, je passerai si j'avais 1 heure pour répondre à une question, je passerais 55 minutes à trouver la bonne question et 5 minutes pour y répondre. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire il faut travailler avant la question. Donc il y en a, ils passaient des heures à réfléchir et à la fin ils n'avaient plus le temps de... et, et, euh, spontanément, il y a des gens, ils allaient voir ce que faisaient les autres groupes, tu vois, spontanément. Alors qu'il y en a, ils étaient vraiment dans leur truc, c'était leur petit cocooning, ils regardaient surtout pas ce que faisaient les autres. Ça, c'était plutôt mon genre. Ah, Mais il y en a, tout de suite, ils vont se dire, ok, bah, attends, voyons voir ce que font les autres. C'est pas tellement pour copier, parce que copier, t'es toujours second quand tu copies, tu vois. Donc là, l'idée, c'est d'être premier dans l'histoire. Donc c'était pas l'idée de copier et de faire exactement la même chose, mais de s'inspirer, quoi, d'aller ouais. voir. C'est un type de personnalité, quoi. On l'a, il y en a qui l'ont plus facilement que d'autres, et il y en a, c'est dur, quoi. C'est dur d'oser aller voir ailleurs par fierté, par orgueil, moi c'était ça hein, à l'époque, clairement. Non, non, j'y arriverai tout seul, par l'opération du Saint-Esprit, je sais pas, j'y arriverai tout seul. Donc voilà, mais il y a des fois c'est juste de l'orgueil en fait. Donc il faut s'ouvrir, il faut aller voir ailleurs. Et, Voilà. et voilà. Enfin, en tout cas, la méthode qui fonctionne le mieux aussi, à savoir, dans tout ça, c'est ceux qui testent, qui échouent et qui recommencent. C'est la méthode utilisée par les enfants d'ailleurs. Les enfants ils réfléchissent pas pendant 3 heures, ils testent, ils échouent, ils recommencent, ils testent, ils échouent, ils recommencent. C'est quelque chose, c'est pas forcément dans notre culture française. Dans notre culture, on attend quand même quand on sort quelque chose euh, que ce soit nickel quoi. Tu vois, enfin, je pense à un ingénieur par exemple, un ingénieur qui se trompe, tout de suite c'est un mauvais ingénieur. Tu t'attends pas à ce qu'un ingénieur se trompe en fait. On n'a pas cette culture-là de se dire, ben voilà, je teste, ok, je me trompe, c'est pas grave, je rectifie, j'affine, je reteste, je me retrompe et j'avance comme ça. On est plutôt, nous, dans une culture où on réfléchit beaucoup, beaucoup, et puis on sort un produit qui est censé être
parfait, tu vois, du premier coup, c'est plutôt notre culture là. Mais il s'avère que la méthode la plus efficace pour réussir, dans quelques domaines que ce soit, c'est d'essayer. Hein. C'est en forgeant qu'on est un forgeron, quoi. C'est-à-dire d'essayer, de se planter, de recommencer et de s'affiner comme ça. C'est une bonne méthode. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore commencé à écrire, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, jetez-vous sur votre stylo ou plutôt sur votre clavier. On ne vous a pas appris à taper un clavier à l'école? Oh là là, mais quelle erreur, quelle erreur! Que tend l'éducation nationale pour nous apprendre à taper sur un clavier à l'école? mais voilà, il faut se lancer, et il faut essayer, il faut échouer, c'est normal, et il faut recommencer. Il faut arrêter d'avoir cette culture-là que une fois que l'échec est là, c'est fini, quoi. Voilà. Comme disait Nelson Mandela d'ailleurs, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, Exact. Quelle belle citation de fin. Bah oui. C'est tellement de profondeur, oh là là, c'est beau. Non mais je t'avais dit que je pétais le feu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai trop parlé, j'ai trop raconté plein de trucs, mais je l'ai fait avec plaisir, Florence. Je l'ai fait avec c'est plaisir. tout ce qui compte. Et pareil, pour nos auditeurs, si vous écrivez, faites-le avec plaisir. Exact. Bon alors du coup, pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on en retient? Alors, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient que pour écrire pour les enfants, il faut aussi plaire aux parents. Exact. Que le marché jeunesse et ado, c'est un marché assez difficile, mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et là, vu que le marché est vu un peu comme de la sous-littérature, il n'y a pas vraiment de gloire du coup. Mais plein de lecteurs par contre à la clé, parce que même à 30 ans, on lit encore de la littérature jeunesse, et ça, c'est pas fort. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était le cas à l'époque, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'on traîne, tu vois, genre 30, 35, 40, on lit encore des livres pour ados. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont bien faits, ils sont justement faits pour être lus par les adultes et par les ados, donc ça fonctionne bien. Donc le marché est concurrentiel, mais il y a beaucoup de lecteurs, quoi. Ouais, carrément. Et dernier point, on a appris 6 éléments pour écrire pour la jeunesse. 6 éléments différents de la littérature des adultes. Exact. Et super. Eh bien, si cet épisode vous a plu, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez nous soutenir. Eh bien, c'est simple, il y a 3 moyens de le faire. Le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît. On publie tous les 15 jours. Le second, c'est de partager sur vos réseaux sociaux ce podcast et sur Instagram. Taguer @Florence-Georgeon pour Florence et @alchimistepodcast pour moi. Et le dernier est de noter 5 étoiles ou le maximum d'étoiles sur la plateforme que vous utilisez ce podcast. Super, merci encore une fois Florence pour cet épisode. Merci beaucoup Bastien. Et puis à bientôt, j'ai hâte. Je crois que la prochaine fois on interviewe quelqu'un, donc ça va être cool. Yes. À plus tard. À la prochaine, ciao.